Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Muriel de Saule, je suis présidente du collège des directions du RHNE et directrice du site de Pourtalès. Et j'ai le bonheur ce soir de vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle conférence des jeudis du RHNE. Ce soir, nous nous intéresserons aux principales maladies transmises par les tiques. Dans le canton de Neuchâtel, 20 à 30% des tiques sont porteuses de la bactérie responsable de la borréliose, également connue sous le nom de maladie de Lyme. Bien qu'elle ne soit pas mortelle et que le risque d'affection soit faible, cette maladie, dont les symptômes incluent des atteintes cutanées, articulaires ou neurologiques et occasionnellement cardiaques, peut être néanmoins invalidante. Nous parlerons également de la méningo-encéphalite à tique, maladie qui est beaucoup plus rare, mais potentiellement grave, qui présente un risque de handicap permanent de l'ordre de 30%. Nos interlocuteurs de ce soir vont vous fournir de précieuses informations sur la présence de ces acariens, sur la manière de s'en protéger et sur la prise en charge des cas. Je vous les présente brièvement. Il s'agit du docteur Olivier Clerc, qui est médecin-chef du service d'infectiologie du RHNE, et du docteur Reto Linhart, microbiologiste FAMH, qui est responsable du laboratoire Borrelia CNRT et directeur adjoint d'Admed Microbiologie. Donc, au terme de la conférence, et les habitués de nos conférences le savent, vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous souhaitez à nos deux intervenants. Et puis, vous pourrez également poursuivre les échanges au cours de l'apéritif traditionnel, lui aussi, qui va suivre. Je nous souhaite une excellente soirée. Merci. Bonjour, merci pour cette invitation. Je vais me faire un plaisir de vous raconter un début sur l'éthique, puisque c'est quand même de là que tout va démarrer. Et pour cela, il y a certaines choses qu'il faut bien comprendre et qui fait aussi l'importance de ce vecteur et le rôle qu'il peut avoir à transmettre autant de maladies potentielles. Bon, d'abord, une tique, d'une manière générale, c'est un parasite et elle est aussi vectrice, d'une manière générale et dans le monde entier. Dans le monde vétérinaire, elle est aussi importante. Et puis pour nous, évidemment, c'est un vecteur qui est aussi très important pour les maladies. Donc, arthropode, c'est pas un insecte, et parce qu'il a 4 paires de pattes. Ectoparasite, parce qu'en fait, pour lui, pour son cycle de vie, c'est le sang. C'est un suceur de sang comme pour les moustiques, mais pas de la même manière. Donc, il a des pièces buccales qui sont piqueuses, et c'est des piqûres de tiques, et pas des morsures, juste pour les termes qu'on utilise. Donc, dans les tiques, elles ont un cycle de vie, mais on regardera ça après. Ce que je voulais montrer, c'est quand même les grandes variétés qu'il peut y avoir de tiques. Dans le monde, on a plus de 900 espèces, et déjà 26 espèces en Suisse. Donc, on en a beaucoup en Suisse. Seulement, il y en a une qui est principale. C'est celle que vous voyez partout sur les chiens, les chats, sur vous-même. Et puis après, il y a les autres qu'on voit moins bien, mais qui sont là et qui participent quelquefois aussi au cycle des maladies. Les premières, c'est... Je ne sais pas si ça marche. Oui, celle-là, là. Enfin, c'est la première qui a une forme assez ronde et dont on ne voit pas vraiment la partie des pièces buccales. Ça, c'est une tique molle, et c'est celle qui transmet les borrélies des fièvres récurrentes. Donc, ces borrélies qu'on trouve plutôt dans les pays tropicaux, mais dont dans l'Afrique, et qui n'a rien à voir avec les borrélies de Lyme. Mais cette tique-là, elle est assez importante. On la retrouve aussi aux États-Unis, et qui transmettent aussi cet anneau d'espèces de borrélies. Après, les tiques dures, c'est les 3 images à côté. J'ai donné des images très différentes de tiques qui ne sont pas encore les nôtres, dont la dernière en bas, qui est la fameuse Yaloma, dont on entend parler dans les journaux chaque année, parce que c'est cette tique qui pourrait potentiellement, enfin, elle le porte, mais elle peut amener des fièvres hémorragiques qui sont à la porte, disons déjà en Europe,
mais disons qui pourrait venir à la porte de la Suisse. Donc c'est très important, quand on parle des tiques, de savoir de quel tique on parle. Parce que chaque tique a son cycle, chaque tique a ses pathogènes, et on ne peut pas parler d'une tique en mélangeant le tout. Chaque risque est important. La même chose pour les milieux. Notre tique, elle a l'habitude de ce paysage, maintenant elle adore ça, hein, humidité et puis pas trop froid avec du soleil de temps en temps, alors que d'autres tiques, c'est méditerranéen, c'est le plus sec possible, et elle préfère ça. Donc ça aussi c'est très important parce que certaines tiques ne pourront jamais vivre chez nous et notre tique, elle ne peut pas vivre dans les appartements, c'est trop sec. Et la tique, c'est un organisme vivant, et donc dans tout organisme vivant, il y a aussi il y a un microbiome, donc il y a beaucoup de bactéries, de virus, de champignons et d'autres choses qui vivent à l'intérieur, qui lui permet aussi de digérer, qui lui permet comme interaction, ce sont des micro-organismes, une interaction avec cet arthropode, pour le permettre aussi de vivre, de digérer et de faire ça, ou simplement d'accepter, sans qu'il y ait de réciprocité, simplement on accepte qu'il y ait des micro-organismes. Donc, en général, là-dedans, les commensaux sont beaucoup plus importants que les pathogènes. Donc, bien sûr, il y a une interaction avec les pathogènes qu'il y a dedans, et c'est cela qu'on va voir. Bactéries, virus, et même des vers. Il y a même des filaires qu'on peut trouver. C'est un ver des chiens qu'on peut trouver sur certaines tiques qui peut être présente. La tique, on voit ici en haut, donc la tique, maintenant je parle de la tique parce que c'est celle qu'on a chez nous, Ixodes ricinus, qu'on peut appeler tique du mouton, tique du chien, il y a tellement de noms, ou le ricin parce qu'il a la forme d'une graine de ricin. C'est pour ça le terme ricinus. Donc c'est celle qui nous pique. Vraiment, quand on a regardé dans une étude les piqûres de tiques, les gens qui nous ramènent ces tiques pour l'étude, c'était plus de 99% de cette espèce-là. C'est très très rare de trouver notre espèce. Donc c'est aussi celle qui est chez nous responsable des maladies qu'on va décrire. Le plus important pour nous par rapport aux maladies, aux risques, ce sera la nymphe, parce qu'elle est plus petite, plus discrète, elle se gorge plus rapidement que les femelles qui sont grosses et qu'on voit rapidement, ou les larves qui ont plus de peine parce qu'elles sont tellement petites qu'il faut vraiment qu'ils trouvent des zones très très fines pour aller piquer. On ne peut pas piquer simplement dans la peau, c'est pas assez... Pour elle, c'est trop dur, mais elle n'arrivera pas. Donc, c'est pour ça qu'en général, le problème chez nous, c'est lié aux nymphes. Et puis, ici en bas, vous voyez, ça, c'était une étude à Neuchâtel, aussi avec l'hôpital, l'université. Sur 3 ans, ils avaient récolté les tiques des patients, ils avaient suivi les patients pour voir quelles maladies ils pouvaient attraper. Et c'est un des résultats que je vous montrerai plus tard. Mais là, vous voyez qu'il y a des pics. Et ces pics sont toujours un peu dans la même zone. Hein. C'est maintenant, juin, juillet. Pas trop en juillet, parce qu'après, il commence à faire trop chaud et des fois trop sec. Puis après, on est moins dans une zone humide. Et puis, ça c'est... De temps en temps, on voit certaines années où ça dure un peu plus longtemps. Mais tout ça, ça dépendra un peu des conditions climatiques et aussi des hôtes. Mais ça, on le sait tous. Il y a une période qui est pour les piqûres, qui est de mars à juillet, et ensuite, de temps en temps, encore en automne. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, toute l'année, on peut en attraper. Ça, c'est pour préciser. Là, c'est les régions qui sont simplement classiques. Important ici, c'est de mentionner que les enfants, ils se font plus facilement piquer autour de la tête. Ils sont petits, ils ramassent aussi plus facilement les tiques au passage que les adultes, où les tiques doivent aller grimper jusqu'à la tête. Donc c'est un peu plus logique, mais c'est important parce que c'est aussi par rapport aux maladies qu'on voit après, il y a un lien avec ça, avec ces piqûres autour de la tête. Voilà les cycles.
Ce que vous voyez principalement, sans aller trop précisément, c'est vous montrer après la ponte des œufs. Hein, ça, c'est une photo d'une ponte d'une tique qu'on avait gardée. 1000 à 20 000 œufs qui sont pondus en une fois. Enfin, une fois, c'est long, hein, mais en une fois après le repas terminé. Et puis, dans ces œufs, il y a des petites larves. Ces petites larves de 3 paires de pattes, curieusement, elles vont chercher plutôt des petits animaux. Donc, c'est pour ça on montre ici plutôt les rongeurs. Et chaque fois elle prend un repas, elle se transforme, métamorphose. C'est la larve. La même chose, elle se métamorphose pour devenir l'adulte mâle ou femelle. Et à chaque fois, les maladies ou les commensaux, les pathogènes qu'on retrouve, peuvent être transmis jusqu'à de la femelle dans les œufs à la prochaine génération. Donc, les micro-organismes ont trouvé un système pour bien supporter toutes ces transformations et rester là-dedans, alors soit pour devenir un pathogène, soit pour rester simplement dans un cycle. Et à chaque fois qu'elle va piquer un autre hôte, les pathogènes ou les micro-organismes, ils peuvent aller sur l'autre hôte. Et comme ça, ces micro-organismes peuvent se répandre dans les hôtes. Et finalement, c'est ça le but, hein, c'est multiplier et survivre, c'est infester le plus de monde possible sans que les animaux, sans que les hôtes meurent. Peut-être par rapport à, il y a plus de tiques, ça c'est souvent une question. Il y a plus de tiques, on peut vraiment avoir l'impression que dans un endroit, il y a plus de tiques, ça c'est sûr. Ça dépend surtout du moment. Dans les années, dans les mêmes endroits, il y a peu de travaux depuis que plus personne travaille à l'université de Neuchâtel sur les tiques. Mais pour les travaux qui ont été faits, ce qu'on a clairement vu, c'est que les tiques ont changé les milieux. Par exemple, monter à Chaumont ou bien monter au col et puis se retrouver plutôt de la face nord que la face sud. Donc, coloniser des zones différentes, mais la densité, on n'a pas observé de densité plus grande d'année en année dans des mêmes endroits qui étaient régulièrement récoltés. Donc, ça, c'est sûr. Et la carte ici, ce qu'elle montre, c'est qu'en fait, j'aurais pu vous montrer, là, il n'y a que 5 ans de différence, mais déjà en 5 ans de différence, on voit, si vous regardez la partie Norvège-Suède, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, depuis les derniers 20 ans, les Ixodes ricinus s'est étalé dans le nord. Donc le climat est favorable, les conditions sont favorables maintenant pour que ces tiques se répandent dans le nord, alors qu'avant, il y avait juste le sud de la Scandinavie qui était un coin infesté. Et là maintenant, ça va bientôt faire tous les 2 pays, hein, plus la Finlande. Et on voit même du côté de la Russie, ça monte très vite au nord. Donc ça c'est quelque chose alors qui est clair. Donc l'altitude et la latitude avec une forte augmentation. Les zones de risque en Suisse, c'est en tout cas moins de 1500 mètres, ça c'est clair. 1600 peut-être. Et de temps en temps, ponctuellement, on peut le voir plus haut. Mais là, on parle vraiment de sites installés et il faut compter 1500. Mais ça veut dire pour la Suisse, c'est une grande surface. Hein. Ça c'est sûr que... Et la Suisse est vraiment un des pays le plus infestés de tiques en Europe même. Les milieux à risque, par contre, c'est ça qu'il faut maintenant voir parce que qu'est-ce qui est typiquement un milieu à risque? J'ai pris un exemple d'endroit où vous n'aurez jamais de risque si vous restez sur la piste finlandaise. Mais il suffit évidemment d'aller dans l'herbe à côté. Et là, j'ai ramassé au mois de mai 200 tiques en faisant 100 mètres avec juste un drap d'1 mètre. Donc c'est pas tout le temps, on n'en trouve pas tout le temps autant, mais au moment où il y a des pics, on peut en trouver vraiment beaucoup. Donc ça, c'est typiquement ça, les lisières de forêt. C'est la zone qu'on connaît, hein, c'est la zone à risque. Donc, avec ces zones à risque qui sont fréquentes chez nous, il y a l'activité aussi à risque. Et tous ceux qui sont autour de la forêt, il y a beaucoup de monde, ils sont à risque. Hein. Ce n'est pas ceux qui vont se baigner au lac qui sont à risque, c'est ceux qui vont
se rafraîchir, qui vont chercher les champignons, qui travaillent dans ces zones. Et c'est parmi ces personnes-là qu'on va aussi trouver un taux plus élevé de réponse immunologique. On verra ça, d'anticorps contre certaines maladies. Maintenant, le risque, c'est un des titres. Alors, comme le risque, il a été évalué à Neuchâtel dans cette étude entre 2003, 2004 et 2005, et que ces études ont été répétées, et puis actuellement, elle est répétée en Scandinavie avec plutôt plus de 4000 personnes. Donc, c'est une étude très, très grande. Mais ce qui est toujours correct, ce qui avait observé est toujours correct. Il y a un moment donné où le risque est réel pour la borréliose. On parle de la borréliose de Lyme. Et avant, c'est on ne va jamais dire 0%, mais c'est quasiment impossible avant qu'il y ait une transmission. Et ça, c'est simplement parce que les borrélies sont dans l'intestin. Et au moment où elles piquent, il y a une activation dans la tique, il y a un signal dans la tique qui dit à la borrélie, maintenant il faut y aller, il faut te préparer. Tu vas dans les glandes salivaires parce qu'elle crache sa salive pour se fixer, pour pouvoir se fixer, mais aussi pour pouvoir un peu détruire la peau de l'hôte, pour qu'ensuite elle puisse sucer du sang. Hein, parce qu'elle ne va pas juste aller dans une veine comme dans une piqûre, elle doit créer un bassin où le sang vient de tous ces petits capillaires. Donc tout ça, c'est une préparation, et c'est la salive qui prépare. Avec ses pièces buccales, elle détruit, mais après, avec la salive, elle fait en sorte qu'il n'y a pas de coagulation et elle fait en sorte qu'elle peut continuer de boire sur plusieurs jours. Et tout ça, en plus, en anesthésiant, parce que qui c'est qui se rappelle la piqûre, de l'instant de piqûre, ça fait pas mal. Donc, ce qu'on a observé, c'est que, en fonction du temps, ça peut durer pour les 5-6 jours pour les nymphes, mais au plus pour les adultes, il y a une augmentation. Donc, en général, pour la borréliose, on estime d'une façon générale qu'on a à peu près 5% de chances d'attraper une borréliose, ce qui n'est pas négligeable quand même. Mais que finalement, si on a une attitude rapide dont on verra la prévention, eh bien, on peut l'éviter ou quasiment annuler pour toute possibilité d'attraper une borréliose. Et voilà les manières de se protéger, assez classiques. Comme je l'ai montré avant, c'est éviter les herbes sur les pistes parcours finlandais. Mais ça serait de porter des vêtements. Ça, on dit aussi de porter des vêtements clairs, ça c'est pour voir mieux les tiques sur les vêtements. Ensuite, on propose aussi de fermer l'entrée des pantalons dessous avec des chaussettes. Mais voilà, tout ça en plein été, quand il fait 35 degrés. Il y a une autre chose, c'est les sprays anti-tiques, que tout le monde connaît, qui ont une efficacité non négligeable, mais c'est bien sûr pas 100%. Et puis, le plus important quand même, c'est d'examiner le corps, parce qu'on trouve une tique quand on examine, et comme on ne sait pas si on a eu ou pas des tiques, qu'on n'a pas vu ces tiques sur les habits, c'est examiner le corps sous la douche. Et à ce moment-là, dans la journée, on a moins de 12 heures et on a quand même bien des chances de au moins éviter d'attraper la borréliose de ce moyen. Donc c'est le moyen actuellement le plus efficace. Et puis pour retirer les tiques, alors vous aurez sûrement vu pas mal de systèmes différents. Les plus simples, c'est encore des pincettes, parce que c'est ce qu'on a plus facilement sur soi. Mais il existe plusieurs systèmes, comme une simple carte, comme une ancienne carte de crédit qu'on peut prendre recyclée, et on coupe en V, en biseau. Et de cette manière-là, on peut rentrer juste en dessous où elle se fixe, et puis en tournant un peu l'arracher. Et il existe aussi des languettes de ce type-là sur le marché. Après, d'autres ont inventé un système de lasso, donc une espèce presque comme un pendu. Hein. On va autour d'elle, puis après on tire vers l'épaisse buccale pour sortir la tique. Ou alors, le plus simplement, avec des ongles très longs. Mais ça, c'est une partie importante à faire. Voilà. Donc ça, c'était la partie tique
laisse Olivier parler des maladies. Voilà. On va commencer avec le virus de l'encéphalite. On parle plus volontiers du Lyme. Ça fait plus peur aux gens, mais probablement que c'est probablement l'encéphalite dont on devrait avoir le plus peur. C'est en fait un virus. Donc, il a plusieurs noms. C'est le même virus, mais selon que vous soyez du côté germanique de la force ou du côté roman, on parle plus trop de FSME, Früh Summer Meningoencephalitis. C'est la nomenclature un peu germanique qui est un peu passé dans les mœurs. On parle de virus d'encéphalite, de tick-borne encephalitis. Donc, c'est le même virus. Et puis, c'est un virus qui est traditionnellement, comme Reto vous a montré, actif plutôt dans les périodes chaudes. Entre avril et octobre, on a des statistiques assez fiables en Suisse parce que c'est une maladie à déclaration obligatoire. Donc, quand le laborantin ou le collègue microbiologiste fait son diagnostic, il doit le déclarer à la santé publique. Donc, on a des cartes assez précises de combien de cas on a par année. Puis, ce qu'on a vu, c'est qu'au fil des dernières années, ça augmente plutôt. Alors, il y a plusieurs raisons qui vous ont été avancées. Donc, le réchauffement climatique, l'augmentation du portage des tiques, l'augmentation de la fréquence des vecteurs, l'augmentation de l'activité en plein air. Il y a plein de raisons. Puis, vous voyez ces courbes. Chaque année, on a un pic autour de la belle saison, en fait, entre le mois d'avril et le mois d'octobre. Et puis, finalement, ce qu'on voit quand même en pratique, c'est que comme les hivers sont de plus en plus doux, on a aussi des encéphalitatiques au mois de novembre, au mois de décembre, voire au mois de mars. Donc, c'est beaucoup moins périodique et beaucoup moins clair que ça l'était il y a encore quelques années. Alors, le coupable, c'est un virus, bien sûr. Donc, c'est un virus qui est connu de longue date, qui est pas seulement porté par l'homme, mais qui est porté surtout par les rongeurs. Donc, c'est ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire un virus qui est transmis des animaux à l'homme. Et donc, on ne pourra pas s'en débarrasser parce que même si on vaccinait toute la population mondiale, il y aurait toujours les rongeurs qui seraient porteurs. Et donc, les personnes qui ne seraient pas vaccinées seraient toujours à risque de l'attraper. Donc, en fait, on a un réservoir qui fait que on ne va pas pouvoir éradiquer ce fameux virus, mais il faut s'en protéger, on va voir, par la vaccination. Reto vous a parlé de la maladie de Lyme, et donc si on enlève le tic assez vite, on peut s'en prémunir parce que finalement, le tic a besoin de sa préparation en fait avant de vous inoculer la bactérie, tandis que pour le virus, l'encéphalite, la transmission elle arrive tout de suite, donc directement dans les minutes après la morsure, vous pouvez attraper le virus. Et puis donc le tic coupable, c'est le fameux Ixodes dont vous a parlé, c'est le tic le plus fréquent chez nous, c'est un tic qui peut vous piquer à tous les stades de son développement, de la nymphe au tic adulte. Voilà, donc l'activité de ce tic, elle est présente dès que la température approche 6 degrés. Donc vous voyez que ce n'est pas uniquement le printemps et l'été, mais ça devient quasiment perannuel. On peut attraper ça plus ou moins toute l'année. Et puis on a encore eu des encéphalitatiques jusqu'à tard dans l'automne dernier. Voilà, il y a quelques autres modes de transmission. C'est pas uniquement les tiques, c'est un peu anecdotique, mais disons, on consomme de plus en plus de trucs bio, parfois un peu louches, mais disons, le lait non pasteurisé peut être porteur du virus d'encéphalite, principalement le lait de chèvre. Les gens qui travaillent dans l'abattage de bétail peuvent des fois se contaminer parce que c'est une maladie que les animaux peuvent porter, et puis plus rarement. Alors, je ne pense pas que c'est une activité très haut risque, vu que les microbiologistes d'admettre sont très prudents, mais disons, on peut l'acquérir en laboratoire ou exceptionnellement par le biais de transfusion sanguine. Donc, c'est des modes de transmission qui sont tout à fait anecdotiques, puisque ça concerne moins d'1% des cas. La plupart des cas, bien sûr, c'est des tiques. La situation suisse, ça vous a déjà été évoqué. Alors, quand j'ai commencé ici il y a quelques années, on considérait que l'encéphalite, c'était vraiment un truc de foyer. Il y avait des foyers dans le nord vaudois, il y avait des foyers dans la région de Bienne, il y avait des foyers en Suisse allemande. C'était assez loin de chez nous. Puis dans les dernières années, 5 à 10 ans, on a eu des cas dans la région de Neuchâtel, acquis localement. Puis la carte, vous voyez, en haut, 99 à 2000, et puis en bas, 2009 à 2019, vous voyez que les foyers se sont accélérés, se sont répandus, en fait, en Suisse romande et partout en Suisse. Et puis finalement, maintenant, en 2024, on considère que, à moins que vous restiez strictement caché dans le canton du Tessin, ce qui est quand même assez rare, vous êtes exposé à l'encéphalite. Donc la Suisse est considérée comme une zone endémique, à l'exception du Tessin. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais pour l'instant, ce n'est pas encore une zone considérée endémique. Et puis vous voyez que l'incidence de cette infection augmente, donc le nombre de cas annuels qu'on connaît assez précisément augmente année après année, pour les raisons que je vous ai dites, principalement l'augmentation des foyers et puis le réchauffement climatique. Donc on attend de plus en plus de cas quand même dans les années à venir. Alors, ce n'est pas uniquement une maladie en Suisse, il y a une ceinture de l'encéphalite. Donc, on vous l'a évoqué, si vous voyagez dans les pays du Nord, si vous allez faire de la pêche, vous vous promenez dans les pays scandinaves, vous êtes à risque. Il y a des pays qui sont très, très endémiques, comme la République tchèque, l'Autriche, qui ont pris l'habitude de vacciner toute leur population depuis des années.
a plus beaucoup de monde qui voyage en Russie actuellement, mais disons, vous voyez qu'il y a une ceinture un peu de l'encéphalite qui prend un peu les pays baltes et puis la Russie. Et puis, disons, c'est des pays où l'incidence est plus élevée encore que chez nous. Donc, c'est aussi une maladie qu'on peut évoquer quand vous avez des patients ou quand vous avez des personnes qui veulent voyager. Donc, d'autant plus si vous allez vous avez des activités à risque ou vous allez faire du trekking, du camping dans ces pays, vous êtes bien sûr à risque. Alors, en 2 mots, comment ça se présente? Comment est-ce que ça se présente? Il y a classiquement une évolution en 2 phases. Alors, d'abord, vous êtes piqué par le tic en question. Et puis, il y a une période d'incubation, on n'est pas malade tout de suite, ça prend quelques jours jusqu'à 1 mois. Il y a quand même un certain nombre de cas qui s'infectent de manière asymptomatique, donc tout le monde ne tombe pas malade quand même, mais disons, on pense qu'un quart des gens tombent malades à peu près. Et puis, il y a souvent une évolution en 2 phases, c'est-à-dire que les gens tombent malades d'abord avec un syndrome grippal, on va voir, et puis ensuite, les manifestations sur le cerveau arrivent, les gens ont soit une méningite, soit une encéphalite, et puis on va voir un peu en quoi ça consiste d'avoir une encéphalite, et puis finalement, c'est une présentation qui n'est pas spécifique. Donc, il y a toute une série de virus qui font des encéphalites. Et puis, quand le patient arrive aux urgences, on ne sait pas forcément que c'est une encéphalitatique. Il y a un diagnostic microbiologique qui est nécessaire. Puis, mes collègues, Reto, donc, va insister sur qu'est-ce qu'on fait pour poser le diagnostic en termes de diagnostic microbiologique. Alors là, encore une fois, vous avez la piqûre du tic, vous vous infectez, vous avez une période asymptomatique. Puis ensuite, il y a un espèce de syndrome grippal. C'est un peu comme une grippe, finalement, sauf que la grippe, d'habitude, c'est l'hiver. Et là, si vous avez une grippe en été, donc des douleurs musculaires, de la fièvre, c'est quelque chose à évoquer. Ça dure quelques jours et puis en général, les gens peuvent aller mieux. Ils ont une période de quelques jours où ils sont asymptomatiques. Puis après, il y a une atteinte du système nerveux central. Donc ça veut dire soit les méninges, les gens ont très mal à la tête, ils ont des nausées, ils ont la lumière les dérange. Donc c'est ce qu'on appelle une méningite clinique. Soit ils ont une atteinte du cerveau, donc une encéphalite, c'est-à-dire qu'ils sont confus, ils ont de la peine à parler, à trouver leurs mots, ils sont paralysés, donc ils ont des atteintes vraiment de la fonction du cerveau, ce qui concerne à peu près 40% des gens, ou alors ils ont une atteinte du cerveau et de la moelle. Ça peut donner un tableau clinique un peu comme une polio, c'est des gens qui sont paralysés, qui ne bougent pas un bras, qui ne bougent pas une jambe, donc des manifestations qui peuvent être assez variables et qui surviennent en fait dans une deuxième phase, c'est-à-dire que parfois 1 mois après la piqûre de tic, voire un peu plus longtemps. Donc c'est vraiment une évolution qui peut aller en 2 phases. Donc si vous avez quelqu'un qui arrive avec une méningite et qui vous dit il y a 2-3 semaines j'avais une grippe, il faut y penser. C'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment. Et puis on a quand même chaque année chez nous à peu près hospitalisé 5 à 10 patients qui ont une encéphalite. Alors de quoi vont se plaindre les symptômes, de quoi les patients vont finalement se plaindre? C'est bien sûr des maux de tête, c'est un peu le plus fréquent, souvent de la fièvre, parfois ils sont difficilement réveillables, on a l'impression qu'ils s'endorment spontanément, qu'on doit les stimuler. Parfois, ils ont des maladresses, des troubles de la sensibilité, de la motricité, ils ont de la peine à parler, à bouger, ils font parfois des crises d'épilepsie. Donc, c'est vraiment un tableau clinique qui n'est pas spécifique. Tous les virus ou toutes les infections du cerveau peuvent faire des symptômes comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout spécifique. Ce qu'on doit dire, c'est qu'il y a à peu près 1% de gens qui vont malheureusement mourir de l'encéphalite, malgré tout ce qu'on peut faire pour eux. Et puis 10 à 30% des gens vont garder des séquelles, ça veut dire qu'ils vont rester handicapés, ils vont rester avec des troubles de la concentration, des troubles de l'audition, de la parole, enfin des troubles de la motricité. Donc une infection où il y a en gros une personne sur 3 qui va garder des conséquences à long terme. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour la prévention? Alors bien sûr, comme le virus vous est transmis d'emblée après la piqûre de tic, on ne peut pas se dire si j'enlève le tic rapidement, je suis bon. Donc vous pouvez vous promener avec ce genre de bottes. C'est pas très élégant, et surtout au mois d'août, comme disait Reto, mais disons ça permet une certaine prévention, ou vous pouvez vous faire vacciner, ce qui est quand même plus pratique et puis très efficace. Encore une fois, c'est un virus contre lequel on n'a pas de traitement. Donc une fois que vous êtes infecté, tout ce qu'on peut faire, c'est soutenir vos fonctions vitales, c'est-à-dire si vous arrêtez de respirer, vous intubez, ou si vous avez des troubles de l'état de conscience, faire en sorte que vous arrêtiez pas de respirer. Mais disons, on n'a pas d'antiviral qui permette de vous soigner activement, comme on peut le faire avec des maladies bactériennes. On vous donne des antibiotiques, c'est un effet causal. Pour le virus d'encéphalite, malheureusement, on n'a pas de traitement étiologique. Et puis, à peu près 10% des gens passent pour le soutien de leur fonction vitale aux soins intensifs. On a encore eu un patient cette semaine de 25 ans qui a été hospitalisé pour ça et qui était en bonne santé habituelle et qui est passé par les soins intensifs pour cette étiologie-là. Alors là, pour l'encéphalite, c'est une maladie dont on commence à parler, mais qui est probablement insuffisamment connue dans la population générale. Et puis encore une fois, dans la mesure où il est recommandé à tout le monde de se faire vacciner dans le canton de Neuchâtel, on aimerait insister sur cette maladie-là, mais je vais bien sûr dire quelques mots de ce qui probablement est plus connu
par les gens, c'est-à-dire la maladie de Lyme. Donc Reto en a touché un mot, il a parlé du portage de cette maladie par les tiques. Donc la maladie de Lyme, c'est une maladie bactérienne. La bactérie s'appelle la Borrelie. C'est une maladie qui est répartie assez largement à l'échelle mondiale. Ce n'est pas uniquement une maladie de nos cantons, hein. Ça existe en Europe, ça existe, disons, aux USA. Ce n'est pas tout à fait les mêmes espèces, je ne vais pas entrer dans les détails, mais si vous allez en Amérique et vous attrapez une Borrelio, ça a été décrit sur le continent américain, hein, vous n'aurez pas forcément la même présentation clinique. Et puis pour l'instant, on n'a pas de vaccin, ça pourrait changer. Il y a beaucoup de compagnies qui essayent de développer un vaccin. Donc peut-être dans le futur, on pourra vous proposer de vous vacciner contre le Lyme si vous aimez aller aux champignons ou si vous êtes exposé. Pour l'instant, on a quand même heureusement des antibiotiques qui sont très efficaces et puis qui permettent de traiter les gens qui sont infectés. Donc, comme Reto vous a mentionné, toutes les tiques ne sont pas porteuses. Chez nous, grossièrement, c'est à peu près 20 à 30% des tiques chez lesquelles vous pouvez trouver cette bactérie. C'est une maladie qui est présente en général plutôt en dessous de 1500 mètres, donc pas en altitude. Et puis, pour simplifier, la tique doit être présente assez longtemps pour vous transmettre la maladie. On dit en général plus qu'un jour. Donc, en gros, si vous voyez une grosse tique comme la dernière tout au fond à droite, ben là, vous êtes assez sûr qu'elle est en place depuis un moment, qu'elle est gorgée de sang. Donc, si vous trouvez un truc comme ça, c'est assez dégueulasse, ben vous savez que vous avez un risque d'être porteur de la maladie de Lyme parce que la tique est en place depuis assez longtemps. À l'inverse du spectre, si vous avez une toute petite tique qui vient de se fixer, ben, la probabilité qu'elle soit porteuse, qu'elle vous ait transmis le virus, la bactérie, pardon, elle est très faible. Donc, en pratique, si vous enlevez la tique assez rapidement après la piqûre, ben, vous risquez rien. Mais bien sûr, comme les piqûres de tiques vous sont en général asymptomatiques, on ne sent pas l'événement infectieux, eh bien, ça peut passer inaperçu. Puis les tiques ont l'habitude, comme on vous a montré, de vous piquer à des endroits où on ne s'examine pas forcément, derrière le genou, au pli de laine. Donc, ça peut passer inaperçu. Alors, la situation en Suisse, elle est moins claire que pour l'encéphalite, puisque finalement, ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire, hein. On estime qu'il y a à peu près entre 8 et 15 000 cas par année, mais c'est très grossier, hein, avec un pic, comme vous voyez ici, entre juillet et août, où l'activité est la plus importante, où les gens sortent le plus en zone endémique, se promènent le plus en forêt. On a l'impression que ça augmente aussi, hein. On a de plus en plus de cas, puis qu'on est plutôt à 15-20 000 cas par année actuellement, mais c'est encore une fois assez imprécis. Il y a un peu de demande de la part de l'OFSP pour faire des statistiques un peu plus fiables, pour qu'on sache un peu ce qui se passe, mais ça reste encore des estimations actuellement. Alors, qu'est-ce que ça peut faire le Lyme? Ça ne fait pas tout, hein. Alors, on trouve des fois des descriptions de gens qui pensent avoir le Lyme, mais en fait qui ont des présentations qui ne sont pas une maladie de Lyme. Donc, c'est une maladie qui touche certains organes, c'est bien connu et de longue date, hein. L'incubation, elle survient en général dans le mois, entre 3 et 30 jours à peu près après la piqûre de tique. En général, si vous enlevez le tic, on peut avoir une petite rougeur temporaire qui n'est pas encore la maladie de Lyme. C'est juste une espèce d'allergie locale à la salive du tic, hein, et disons, c'est pas encore la maladie de Lyme. Donc, dans les 3 premiers jours, si vous avez une rougeur, c'est pas encore la maladie de Lyme, qui peut toucher donc secondairement la peau, hein. On va voir des exemples de la tache cutanée qui est typique de l'infection. Ça peut toucher aussi le système nerveux central, donc les nerfs ou le cerveau, hein. Et puis, ça touche classiquement aussi les articulations. C'est plus rare chez nous, mais ça peut faire des gonflements articulaires. Voilà, c'est un peu les choses classiques. Et puis, de manière plus rare, ça peut toucher le cerveau. On peut parler le cœur, pardon. On peut parler de cardite de Lyme. Je vous en toucherai quelques mots. Alors, il y a les stades 1, c'est tout rapidement dans les quelques jours à semaines après l'infection. Les stades 2, c'est quelques semaines après l'infection. Puis les stades 3, ça peut être très tardif. C'est vraiment très rare, mais ça peut toucher dans les mois, même des années après l'infection, qu'on peut avoir des manifestations de ce type-là. Voilà, ça c'est ce que tout le monde connaît, plus ou moins. Donc c'est ce qu'on appelle l'érythème chronique migrant. Donc c'est la tache qui survient sur le site où le tic va vous infecter. C'est dès 3 jours. En général, c'est 1 semaine à 10 jours après que vous soyez infecté. Parfois, les gens, ils sont un peu malades, donc ils ont des syndromes grippaux, ils se sentent un peu fiévreux, ils ont des symptômes généraux. Et puis, ça s'appelle un érythème migrant parce que ça bouge par définition. Donc, si vous avez marqué les limites de la rougeur, eh bien, quelques jours après, ça aura débordé de ces limites. Et puis, disons, si vous ne traitez pas, si vous ne donnez pas d'antibiotiques, ces taches vont rester pendant plusieurs semaines. Et puis, à l'inverse, si vous donnez l'antibiotique adéquat, eh bien, en quelques jours, ça va disparaître. Donc, le traitement, c'est aussi souvent une confirmation de l'origine de ça, mais disons, ces érythèmes migrants peuvent avoir plusieurs formes différentes. Et puis, c'est vraiment sur le site où là, vous avez été piqué par le tic en question. Voilà.
De manière un peu plus rare et moins connue, en fait, la maladie de Lyme peut se porter sur le système nerveux. On parle de neuroborréliose. Hein. C'est à peu près 15% des gens qui ne sont pas traités, souvent parce qu'ils n'ont pas vu qu'ils ont été infectés. Hein. C'est quelques semaines après l'infection, entre 2 et 6-8 semaines. Et puis, ça peut faire soit une méningite, donc des gens qui ont mal à la tête, qui se plaignent de ne pas supporter le bruit, la lumière. Mais ça peut aussi faire une atteinte sous forme d'une racine nerveuse. Alors, si c'est une racine nerveuse au niveau du bras, du ventre, vous allez avoir des décharges électriques. Un peu, c'est ce qu'on appelle une radiculite. Et puis, ce qui est assez typique, c'est la paralysie faciale. Donc, vous voyez, une personne qui, tout d'un coup, a la moitié du visage qui bouge plus, qui ferme pas l'œil, qui a le coin de la bouche qui pend. En général, si vous avez ça, en général, vous prenez pas rendez-vous avec votre médecin, vous venez aux urgences. Hein, c'est assez inquiétant. Ça peut survenir à des degrés de gravité différents. Il y a des gens qui ferment plus l'œil, et puis d'autres qui ont juste une certaine asymétrie du visage. Et donc, en général, on y pense assez volontiers, comme ça, une paralysie faciale dans les contrées aussi endémiques. On pense à la maladie de Lyme, puis on fait un test diagnostique pour ça. Ça fait assez peur et c'est un peu inquiétant, mais c'est en général d'assez bon pronostic. C'est-à-dire que les gens qui reçoivent l'antibiothérapie adéquate récupèrent bien. Et puis, ils retrouvent leur visage plus ou moins comme avant, après quelques jours à quelques semaines, mais ça nécessite un diagnostic, bien sûr. Donc ça, c'est la paralysie faciale, qui est une des présentations de la maladie de Lyme qu'on connaît assez bien chez nous. Et puis, l'autre grande entité où on considère les infections par la maladie de Lyme, c'est l'atteinte articulaire. C'est plus rare chez nous que c'est aux États-Unis, où c'est une présentation très fréquente. C'est d'ailleurs cette maladie, cette atteinte articulaire qui a conduit au diagnostic. C'était dans une contrée américaine. On a découvert une épidémie de gonflement articulaire. Quand vous avez une infection d'une articulation avec un staphylocoque doré, vous êtes très fiévreux, vous êtes très malade, vous avez très mal, donc vous venez aux urgences. Et puis, quand on a une infection par la maladie de Lyme, au contraire, c'est juste un gonflement qui n'est pas forcément très douloureux, mais qui récidive, qui persiste. Et puis, si on ne vous donne pas un traitement, ça va rester. Donc, c'est souvent quelques semaines après l'infection. Et puis, c'est aussi une présentation assez typique. Ça touche les genoux, les hanches ou les coudes. Puis, en général, les gens ne sont pas malades. Ils ont juste un gonflement qui persiste comme ça. Donc, ça, c'est une présentation aussi clinique assez courante. Et puis, il y a des choses qui sont plus rares. Alors là, vous voyez sur le pied de ce patient un aspect typique de l'acrodermatite, c'est la peau qui devient fine comme du papier de cigarette, hein, et qui, disons, on voit toutes les veines au travers. Et donc ça, c'est une maladie de Lyme tardive qui survient des fois des semaines à des mois après l'infection initiale. C'est quelque chose de plus rare qu'on voit assez rarement, mais qui répond quand c'est précoce aux antibiotiques. Quand on traite trop tardivement, la peau reste un peu fragile, comme une peau de personne qui est sous cortisone, donc une peau très fine. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de temps en temps, mais c'est assez rare. Et puis, vous voyez ici quelqu'un qui a des troubles de la conduction cardiaque. Parfois, et c'est aussi quelque chose de plutôt rare, on voit que la maladie de Lyme peut faire des ralentissements de la conduction cardiaque. C'est quelque chose qu'on voit habituellement chez des personnes âgées qui ont un bloc de leur conduction cardiaque et qui ont besoin d'un pacemaker pour compenser ça. Plutôt des gens de 70, 80, 85 ans. Si vous avez un jeune qui court en forêt, qui tout d'un coup se présente avec un bloc de la conduction cardiaque, on va plutôt penser à une infection de Lyme. Et c'est plutôt une maladie de bon pronostic, c'est-à-dire si vous donnez des antibiotiques, la conduction va récupérer, la personne n'aura pas besoin d'un pacemaker, donc il faut y penser. C'est une des choses qu'on voit de temps en temps. Quelqu'un qui a un problème cardiaque qui survient trop vite pour son âge et qui est en fait le fait d'une atteinte cardiaque de la maladie de Lyme. C'est quelque chose de plutôt rare, mais qu'on voit 1 ou 2 fois par année ici. Voilà, les 2 mots sur les traitements, je ne vais pas trop insister. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les traitements marchent très bien. On parle toujours de la résistance des bactéries aux antibiotiques, mais pour la maladie de Lyme, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Hein. La maladie de Lyme ne devient pas résistante aux antibiotiques, heureusement. On donne en général de la doxycycline, qui est un très vieil antibiotique qui coûte pas cher. La plupart des infections cutanées se traitent 10 jours. Et puis, si c'est une atteinte neurologique, c'est 2 à 3 semaines. On peut souvent même traiter souvent avec des comprimés et pas passer par des injections. Et puis, si vous avez une atteinte des articulations, c'est un peu plus long. C'est en général 1 mois. Donc, il y a, disons, un excellent taux de guérison. En général, on ne meurt pas de la maladie de Lyme, comme vous le savez. Hein. Quand on n'avait pas d'antibiotiques à disposition, les gens mouraient de méningite, ils mouraient de pneumonie, mais ils ne mouraient pas de la maladie de Lyme. Donc, voilà, on a un bon pronostic globalement. Et même sans traitement, la plupart des infections de Lyme guérissent. Et sous traitement, la plupart des infections de Lyme guérissent très bien. Et il n'y a pas de bénéfice à des traitements antibiotiques plus longs. Il y a des études qui ont été faites qui ont comparé 2 semaines versus 1 année d'antibiotiques. Et en gros, il n'y avait pas de différence pour la plupart des entités. Donc, la plupart des maladies de Lyme se traitent pour 2 semaines, très schématiquement, avec des antibiotiques en comprimé. Et ça marche très bien. Voilà. Je vais laisser Reto vous parler de comment on diagnostique ça.
Alors, on va passer au diagnostic sans trop compliquer. Je vais voir si ça... Voilà. Donc, pour le diagnostic, d'une manière générale, pour le diagnostic des maladies infectieuses, ce que nous, on a l'habitude en bactériologie, et le plus simple, c'est voir le pathogène, que ce soit un parasite directement ou des bactéries par culture, et mettre en évidence ce pathogène. Et le problème, c'est que pour ces deux pathogènes dont on a parlé, ça ne marche pas bien. Donc, on est obligé de passer par la sérologie. La sérologie, c'est ce qu'on appelle la détection indirecte. C'est chercher les immunoglobulines, donc les anticorps, dans le corps du patient. Donc, en fait, on va chercher de voir si le patient et comment le patient a répondu à l'infection. Donc, c'est déjà plus compliqué. Parce qu'en fait, ça va dépendre de comment nous, chaque personne répond, ça va dépendre de comment le pathogène est rentré, comment on va répondre. Donc, il y a quand même une difficulté en plus avec ce paramètre. Donc, pour les directs, comme j'ai montré ici, on a la culture, mais on a aussi ce que maintenant bientôt tout le monde connaît, c'est la PCR. Avec le Covid, je pense qu'on est au courant de chercher le génome des pathogènes. Et ça, ce sont des méthodes directes qui ont une fiabilité beaucoup plus intéressante parce que quand on trouve quelque chose, on ne peut pas dire qu'on l'a pas eu. Mais après, reste la question encore de savoir, c'est pas parce qu'un pathogène est là qu'on tombe toujours malade. Ça, c'est encore une autre chose, mais au moins, c'est plus direct. Là, j'ai changé quelque chose. Voilà. Donc, avec ça, on peut dire pos-neg rapidement. Avec les anticorps, c'est, comme je l'avais montré, la réponse. Et la réponse, elle implique un délai. Dans le direct, le pathogène, il est là, on est malade, donc il doit être là. Au moment où on est malade, on peut le mettre en évidence. Avec les anticorps, il faut attendre que le patient développe ses anticorps avant qu'on puisse le détecter. Donc en fait, dans le temps, les anticorps vont se développer et on pourra les chercher, mais ce qui fait que dans toute la partie du début, au début de l'infection, les anticorps, c'est très, très mauvais et même inutile. C'est pour ça que dans les phases, pour la FSME, donc pour l'encéphalite, pour être plus clair, on a l'incubation. Bon, l'incubation, il n'y a pas moyen de détecter. Déjà, on n'est pas malade, donc on ne sait pas qu'on a un virus. Hein. Et la première chose qui est possible, au moment où on a l'état grippal, mais là, on n'est pas vraiment malade dans le sens qu'on ne va pas chez le médecin pour un état grippal après une piqûre de tique qu'on ait vu ou qu'on ne l'ait pas vu. Ça, c'est assez rare comme situation, surtout que ça ne dure pas très longtemps. Mais c'est à ce moment-là qu'on pourrait détecter le virus dans le sang, parce que c'est un moment où il se multiplie. Et après, comme on l'a vu, il va ou pas nous rendre malades. Mais la plupart du temps, 75%, on a vu, on l'efface. On lutte contre et puis le virus ne fera rien du tout. Donc c'est seulement quand on arrive à la deuxième phase, une fois qu'on a eu cette fièvre, ça reste tranquille. Le virus, lui, continue de se développer. Et c'est là qu'il va commencer à rentrer dans les zones importantes, les méninges, tout le système nerveux central. Et c'est là le vrai symptôme, la maladie. Donc, plus on est rapide, plus les symptômes se marquent au début et plus on pourra réagir. Mais c'est vraiment qu'à ce moment-là qu'on peut détecter les anticorps, que nous, on a répondu à l'infection. Et c'est à ce moment-là qu'on va utiliser des tests qui sont alors pour nous quand même rapides, parce qu'en moins de 15 minutes, on peut mettre en évidence ce qu'on appelle les immunoglobulines IgM. Et ensuite, très vite, on a les IgG. Donc les IgG, c'est ceux qui resteront longtemps. C'est même ceux qu'on utilise quand on stimule après les vaccinations. Les IgM, c'est un peu des anticorps des premiers attaquants. C'est les premiers qui sont là pour défendre. Donc on les trouve. Le problème, c'est qu'on n'est jamais sûr que ça correspond à ce virus ou à un autre. C'est pas trop spécifique. Donc, mais là, pour l'encéphalite athique, c'est au moment des manifestations neurologiques, là, la sérologie fonctionne bien.
Et que ce soit les M ou les G ou les deux ensemble, généralement, à ce moment-là, on l'a. Et si ce n'est pas au moment même où il arrive, mais que la suspicion d'Olivier Clerc est forte, on lui dit de retester même le jour après. Et puis ça se confirme. Donc ça va très vite. Si on loupe juste 2 jours, ça peut aller très vite après. Donc pour la FSME, c'est très clair, pas de direct. Et puis pour la borréliose, on est aussi un peu dans le même cas de figure. On a aussi le temps d'incubation où rien ne se passe. Les premiers symptômes, par contre, qu'on a vus, c'est l'érythème migrant. L'érythème migrant se passe au niveau de la peau. Il peut avoir des formes typiques ou pas. L'indication à ce niveau-là, c'est de ne pas faire de sérologie, simplement parce qu'on n'est pas assez bon avec... on peut pas avoir des tests bons, puisque de toute façon, il n'y a encore pas d'anticorps à détecter dans le sang. Donc, cette première phase, elle doit être clinique. Et là, je téléphonerai à Olivier Clerc, je dis non, mais on ne va pas faire de sérologie, il faut que tu regardes bien si c'est une Lyme ou bien autre chose. Et après, évidemment, après la décision, c'est on traite ou on ne traite pas. Alors, bien sûr, ça arrive de temps en temps qu'il y a des gens qui ne veulent pas de traitement. Alors, on pourra leur dire, bon, on pourra observer puis regarder si la séroconversion, si les anticorps apparaissent. Puis après, on pourra décider de traiter. Mais la plupart du temps, les gens vont prendre un traitement, ce qui est normal parce que le risque est quand même là. Et à ce moment-là, ça ne vaut plus la peine de contrôler parce que le traitement, il est avec la doxycycline, ça a mis jusqu'à 14 jours, mais là, en Europe, on en est à 5-7 jours. C'est le minimum. Donc, c'est très efficace. Donc, c'est dans cette partie-là. Et après, la sérologie, elle est très utile au moment où on a une neuroborréliose. Parce que là, on a le LCR et le sérum. Donc, on a le liquide céphalorachidien et le sérum. Et on fait une analyse sur les deux. Et là, c'est absolument obligatoire si on veut que le test soit fiable. Donc, c'est le stade préféré pour la microbiologie parce que c'est là où on pourra donner la meilleure réponse à Olivier Clerc. Parce que sinon, après, plus tard, on arrive à une arthrite ou l'acrodermatite. On a vu que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, des mois ou des années. Et là, évidemment, les IgG sont bien présents. Le problème que je n'ai jamais mentionné, c'est que tous ces personnes à risque qu'on a vues avant de piqûres de tiques, ce sont aussi des gens qui ont des contacts avec des borrélies plus fréquemment. Donc, ils font des anticorps, ils se défendent, aussitôt que le micro-organisme rentre, ils se défendent. Donc, ils ont un taux d'anticorps qui est beaucoup plus élevé et on ne peut plus faire la différence entre celui qui est malade et pas malade. Donc, c'est plus un marqueur fiable et c'est là que c'est dangereux. Donc, la seule chose que je peux dire à Olivier, c'est non, ce n'est pas une acrodermatite parce qu'il n'y a pas d'anticorps. Ça c'est au moins la certitude. Mais quand il y a des anticorps, je ne peux pas lui dire c'est ça. Parce que ça devient de nouveau clinique. Je renvoie, ça peut être ça, mais regarde cliniquement parce qu'on n'a pas moyen de faire la différence entre ces stades. Il y a juste un peu une exception quand même, c'est que dans certains stades comme l'arthrite ou l'acrodermatite, on peut faire des PCR avec des biopsies de peau, ça marche assez bien. Dans les liquides synoviaux, ça marche, c'est pas 100%, mais ça marche quand même assez bien. Donc c'est au moins l'avantage. Et la même chose pour l'érythème migrant, s'il y a un doute, on peut aussi faire une PCR sur les biopsies de peau parce que les bactéries sont dans la peau. Elles sont en train de se disséminer par la peau pour aller ensuite ou non dans des autres organes, mais c'est vraiment le lieu privilégié pour les borrélies. Donc voilà, c'est surtout ça. Et puis là, je suis en train de mélanger. Donc en fait, pour ces maladies, la sérologie, elle reste la plus importante pour les neuroborrélioses, les cardites, les monarthrites, les lymphocytomes qu'on n'a pas vus, mais il ne faut surtout pas faire de sérologie après une piqûre de tique, un érythème, ou des fatigues chroniques ou des symptômes non spécifiques. La pire des choses, c'est ne pas cerner la maladie, mais de dire je vais regarder juste s'il y a des anticorps.
puisque dans une population de forestiers, de courses d'orientation, de champignonneurs, on peut avoir jusqu'à 30% de positifs, mais sans que ces personnes soient malades un jour. Peut-être un jour, oui, mais on n'a aucune indication. C'est vraiment l'état et savoir de quoi ils ont besoin, parce que de quelle maladie ils ont, et le relier à la borréliose. Donc c'est la zone la plus difficile, la plus floue, parce que là, on n'a pas vraiment d'outils diagnostiques. Et puis pour la clinique, on sort de ce qui est classique. Et surtout, il ne faut pas multiplier les tests, par exemple, comme on a fait des tests pour des gens. On l'a fait gratuitement parce que ça n'était pas correct de faire payer des choses comme ça. Mais des PCR à partir du sang. Quand j'étais à l'université, on a fait des tests par rapport à l'urine chez des gens qui avaient des arthrites. Alors c'est vrai que de temps en temps on les trouvait, mais on ne pouvait pas le lier à l'arthrite ou au traitement. Le but c'était de voir si après traitement il y avait plus d'ADN dans l'urine, mais ça ne marchait pas. Pas tester l'éthique parce que ça c'est la pire des choses. L'éthique, elles sont bourrées de borrélie, pas encéphalitatiques, mais bourrées de borrélie, jusqu'à 50% dans certains coins. Donc si je trouve une tique là-dedans, le risque d'attraper la borréliose, il est quand même ce que je vous ai indiqué avant, environ 3-5%, mais quasi zéro si on les enlève. On dira plutôt 12 à 16 heures que 24 heures pour être plus sûr, vraiment au début. Donc ça, c'est le plus sûr. Et puis, il y a beaucoup de tests qui sont mentionnés, mais pour l'instant, dans le groupe même européen, on n'a rien trouvé qui pouvait être plus important et intéressant que cette simple sérologie qui n'est pas très bonne. On est d'accord. Je te laisse pour la vaccination. Voilà, la vaccination, c'est plus simple. Donc, voilà, le vaccin n'existe que contre l'encéphalite pour l'instant, donc le virus. Et puis, dans un délai assez proche, probablement dans les 2-3 prochaines années, il y aura peut-être un vaccin contre la maladie de Lyme, mais pour l'instant, ce n'est pas existant. Donc, le vaccin, vous connaissez les vaccins. Il y a des vaccins qui font partie du plan de base. Tout le monde est supposé être vacciné contre le tétanos, par exemple. Et puis, il y a des vaccins qui sont optionnels. Si vous allez visiter l'Afrique, on vous propose d'être vacciné contre la fièvre jaune, par exemple. Et puis, la FSME, ça a été longtemps un vaccin, on va dire, optionnel, c'est-à-dire pour les gens qui visitaient des zones à risque, mais maintenant, comme toute la Suisse ou presque est une zone à risque, on vous propose à tous et toutes d'être vaccinés contre l'encéphalite. Ce vaccin, c'est un vaccin qui est très bien toléré. Vous savez qu'il y a des vaccins qu'on dit réactogènes si vous vous vaccinez contre le Covid, ou si vous vous vaccinez contre le Zona, c'est un nouveau vaccin. Vous savez que le lendemain ou les 2 jours après, vous aurez mal au bras et puis vous risquez d'avoir un peu de fièvre, donc il ne faut pas le faire le jour où vous avez prévu de déménager, par exemple. Mais le vaccin contre la FSME est un vaccin bien toléré, donc vous avez un peu mal au bras, mais c'est assez rarement problématique. Et puis c'est un vaccin qui s'administre en 3 doses, c'est 0, 1 et 6 mois en général. Puis après, vous êtes tranquille pour 10 ans. En Suisse, on sait que même à 10 ans, on a encore une protection de 97%. C'est un excellent vaccin, très efficace. Il existe des schémas plus rapides, si vous voulez, pour une raison X. C'est quand même assez rarement nécessaire d'être protégé plus vite. On peut faire une deuxième dose accélérée, mais en général, c'est 0, 1, 6 mois. Et après, c'est 10 ans, un rappel tous les 10 ans. Il existe 2 vaccins, alors le Lancépure et la FSME, qui sont parfaitement interchangeables. Vous pouvez faire l'un ou l'autre, commencer avec le premier, suivre avec le deuxième. Donc, c'est assez simple. Et puis, je vous propose, si vous n'êtes pas vacciné, d'en parler avec votre médecin traitant parce que ça vaut vraiment la peine. Le schéma rapide, je ne vais pas trop insister. On peut faire un schéma de protection rapide si tout d'un coup, vous avez prévu justement de partir faire du camping en Suède ou dans une zone à très haut risque. Donc, et que vous n'êtes pas encore vacciné, on peut faire la deuxième dose un peu plus vite. Mais en général, c'est rarement nécessaire. L'efficacité est excellente. Encore une fois, c'est un vaccin où même à 10 ans, vous êtes protégé à 97%. Donc, même si vous êtes âgé, même si vous avez des problèmes de santé, c'est un vaccin qui marche super bien. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, si vous ne l'avez pas fait, envisager de discuter avec votre médecin traitant à la prochaine consultation ou prendre rendez-vous pour ça. On peut se vacciner, comme vous le savez, en pharmacie. Et puis, c'est quelque chose, encore une fois, qui est très bien toléré, sans effet secondaire. Vous n'allez pas avoir beaucoup de problèmes avec ce vaccin. Voilà, donc on arrive déjà un peu au terme de ce qu'on voulait vous dire. Bien sûr, la place est là pour des questions. Donc,
Le message, c'est que la saison d'exposition aux tiques augmente, les maladies véhiculées par les tiques augmentent. On a insisté sur les deux principales. On n'a pas voulu vous saouler avec toutes les autres maladies beaucoup plus rares, hein, les rickettsioses, les babésios, des choses qu'on voit pour ainsi dire jamais. Donc on a insisté sur les deux principaux pathogènes véhiculés par les tiques ou transmis par les tiques. C'est en augmentation. Alors l'encéphalite on le documente très clairement. La maladie de Lyme, on a des arguments indirects et puis on a l'impression que ça augmente aussi effectivement pour les mêmes raisons. Quand vous allez en forêt, si vous êtes protégé contre l'encéphalite par la vaccination, c'est un problème de régler. Par contre, on ne peut pas encore régler définitivement le risque d'infection par Lyme. Et donc, prenez l'habitude de vous examiner, notamment aux endroits où on ne regarde pas, c'est-à-dire derrière les genoux, au pli de laine. Si vous avez des enfants, regardez le cuir chevelu après le passage en forêt, hein, derrière les oreilles. Le diagnostic microbiologique, comme Reto vous l'a exposé, c'est compliqué. Hein, donc, quand il y a certaines manifestations de Lyme où il n'y a pas besoin de faire du diagnostic, si vous avez la tache rouge, c'est un diagnostic clinique. Hein, l'érythème migrant, on ne fait pas de prise de sang, mais on diagnostique cliniquement. Et puis pour d'autres manifestations, la paralysie faciale, là, on doit faire une prise de sang, une sérologie, comme Reto vous l'a mentionné. Donc bien réfléchir avant de faire des examens microbiologiques, ça c'est plutôt une question médicale, mais des fois on sait que les patients engendrent une certaine pression à leur médecin. Hein, donc je suis fatigué, faites-moi une sérologie de Lyme, c'est une mauvaise indication. On ne fait pas une sérologie de Lyme quand on est fatigué, ce n'est pas une présentation clinique de la maladie de Lyme, la fatigue. Il y a d'autres examens qu'on fait dans ce cas de figure-là. Et puis, les tiques, on nous demande toujours, on ne pouvait pas analyser la tique pour voir si elle est porteuse de la maladie de Lyme, mais en fait, on s'en fiche parce que même si la tique est porteuse, c'est pas forcément qu'elle va vous la transmettre. Il faut qu'elle soit en place un certain temps. Et donc, même si le fait de savoir si la tique est porteuse ou pas de la maladie ne va pas changer la prise en charge médicale. Donc, on ne le fait pas de routine, ça coûte cher et ça n'a pas d'implication. Disons, encore une fois, la maladie de Lyme a un bon pronostic. Hein. Souvent, on fait un peu des films avec la maladie de Lyme sur des manifestations horribles. Mais finalement, la plupart des cas de Lyme se traitent facilement par voie orale avec quelques 7 à 14 jours d'antibiotiques, hein, et puis parfois c'est un peu plus long, mais ça marche très bien. Le pronostic des cas de Borrelia sont pour la toute grande majorité des cas très bons, donc les gens guérissent bien. Et puis, disons, encore une fois, il n'y a pas d'indication des traitements antibiotiques prolongés. On connaît de plus en plus les dommages collatéraux des antibiotiques. Hein, ça altère le microbiome intestinal, ça peut engendrer des dommages à long terme, hein, des risques de complications graves des antibiotiques. Donc on essaye d'en donner le moins possible. Et puis, pour Lyme, on n'a pas de raison d'en donner à long terme sur des années ou des mois ou des années. Et puis, encore une fois, on insiste sur peut-être le principal message, la vaccination contre l'encéphalite étatique, elle est vraiment recommandée à tout un chacun en Suisse, à moins que vous soyez vraiment très sédentaire, vous ne sortiez pas du canapé comme Reto vous l'a indiqué. Les tiques n'aiment pas les environnements secs et internes, donc si vous sortez un petit peu en forêt, ce qu'on vous recommande quand même, hein, malgré le fait qu'on vous a fait un peu peur avec ça, soyez vaccinés contre l'encéphalite étatique, c'est un problème qui ensuite est réglé. Voilà, il y a des sites que je vous mentionne ici sur lesquels vous pouvez trouver des informations médicalement fiables ou fiables sur ce type d'entité, hein, sur les maladies véhiculées par les tiques. Et puis voilà, on a terminé. Alors si vous avez des questions, c'est très volontiers qu'on est là pour y répondre. Et merci de lever la main pour les questions puisque la conférence est captée vidéo. Petite question, peut-être stupide, mais est-ce qu'on peut ne jamais être piqué? Parce que moi, je vais beaucoup marcher en forêt, j'ai jamais vu de tique, jamais été piqué, donc voilà, c'était ma question. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont jamais piqués, voilà? Oui, moi, je me fais rarement piquer. En tout cas, la seule fois où je me suis vraiment piqué, c'était au Bhoutan avec une grosse Ixodes que j'ai senti parce que ça piquait vraiment, comme un temps. Mais, et puis, j'ai une fois un érythème, mais je ne me rappelle même pas d'avoir été piqué. Par contre, il y a des personnes qui sont régulièrement piquées, qui enlèvent des tiques, mais chaque saison, chaque fois qu'ils sortent. Et ça, comme biologiste, c'est pas étonnant. Parce qu'ils ont des récepteurs, il y a des substances qu'on dégage et puis ils ont des récepteurs pour ces substances, mais par contre, on ne sait pas qu'est-ce qui fait que certains attirent toutes les tiques. Les moustiques, c'est la même chose. Hein. Ouais. C'est une question de pH, ça?
Avec le pH, il y a tellement d'odeur autour. Donc, je pense que c'est parce que ça doit être déjà un peu à distance. Hein. Parce que c'est aussi, on ne trouve pas beaucoup de tiques sur soi, sur la peau, même pas fixées. C'est ça. Donc, il y a déjà, dès le départ, sur les habits, ok, mais sur la peau, pas. Donc, peut-être que dire, oh, ben, ça, c'est pas trop penché pour moi, ben, je tombe, ben, je continue à chercher un autre. Mais je sais pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de travaux en physiologie à l'université de Neuchâtel, un peu pour chercher ces sujets. Mais eux, principalement, c'était de travailler sur les répellents pour au moins dire, ben, ceux-là, ils sont efficaces pour les chasser. D'autres questions? C'est exactement ça. En fait, les tiques ne tombent pas des arbres, mais elles sont sur les herbes hautes, voire peut-être les arbustes, peut-être assez hauts. Et si on frotte ces herbes en passant, ben, elles sont là, elles attendent. Hein. Il y avait une image là, quelque part, une tique sur une brindille, sur une herbe. Hein. Ben, c'est ça, en fait, elles montent le plus haut possible. Dans la journée, elles font ça plusieurs fois. Parce que quand il fait trop chaud et sec en haut, elles doivent aller chercher de l'humidité, donc elles redescendent. Et puis quand c'est bon, ben, à la fin, ben, elles remontent. Mais elles ne peuvent pas faire ça indéfiniment. Et puis c'est pour ça que les conditions d'humidité sont importantes. Parce que comme ça, si c'est assez humide, elle peut rester assez longtemps en haut. Le problème, c'est trop chaud et trop sec. Elle doit aller rechercher les conditions idéales. Voilà. Ouais. C'est aussi pour ça qu'en été, on se fait moins piquer parce qu'elle reste sous les herbes. S'il fait 35 degrés et sec, comme dans certaines périodes de 2003, elles ne seront pas là. Et puis, les tiques, elles ne supportent pas l'intérieur. Donc, si on les ramène à l'intérieur, elles ne vont pas faire 24 heures. Hein. Elles vont sécher. À moins qu'elles aient trouvé un coin humide. C'est la seule condition. Mais vraiment, l'humidité, c'est le facteur le plus important pour qu'elles survivent. C'est un mode de transmission hein, possible. Hein. Par exemple, quand il y a des personnes qui nous disent oui, mais mon bébé ne sort pas, il a une année, mais il a attrapé une tique. Ben oui, c'est possible. Parce que si on rentre de l'extérieur, sur les habits, on n'a pas vu que des tiques, que tu es proche du bébé, la tique, elle va vite repérer qu'il y a un bébé là et puis elle va aller avant de mourir parce que il faut quand même quelques heures de sécheresse hein, avant que si tout l'événement, tout est proche, voilà, c'est possible que se fasse piquer. C'est la même chose pour les jardins. Un gazon anglais, il n'y aura pas de tique. Mais un jardin comme on les aime, un peu plus sauvage, avec des herbes, ben évidemment, ça ressemble déjà plus à la lisière de forêt. Puis là, on peut avoir des tiques avec le chat, le chien qui les amène, avec les rongeurs qu'il y a sur place, les hérissons. C'est ça, hein, c'est un milieu sauvage. Donc le milieu sauvage, c'est propice. C'est pour ça qu'à Munich, c'est très connu. Le parc de la ville a toujours été très infesté parce qu'en fait, il n'est pas coupé de l'extérieur de la ville. Donc les animaux rentrent, les rongeurs, tout c'est un milieu très naturel. Et puis on pourrait attraper la borréliose de Lyme dans un parc en ville à cause de ça. Donc c'est vraiment tout un milieu en contexte. Hein. Il faut qu'il y ait les hôtes, il faut qu'il y ait le cycle possible, les bonnes conditions et ça fait un site attique. Alors qu'ailleurs, au bord du lac, généralement l'herbe est coupée régulièrement. Là, moi, j'ai une fois trouvé une tique dans les herbes hautes, là au bord du lac à Autrive, parce que j'ai pensé qu'il pourrait en avoir. Mais comme c'est généralement plutôt coupé, il n'y en aura plus. Ça ne durera pas longtemps, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec la forêt.
Nouvellement, oui, c'est l'assurance de base le rembourse. Oui. Depuis qu'il est dans le catalogue, enfin depuis que ce vaccin est recommandé dans la vaccination de base, c'est remboursé par l'assurance. Oui. Il est coupé votre micro, faut presser sur le bouton. Voilà. Et moi, j'ai eu 3 doses, mais je me souviens plus quand. Probablement moins que 10 ans, mais vous aviez l'air de dire que même après 10 ans, on a encore une certaine protection. Je dois quand même un peu me faire une 4e dose. Alors, disons, c'est pas dangereux. Hein. Dans le compendium, si vous regardez le labeling du compendium, enfin du compendium, donc c'est le manuel suisse des médicaments. Hein. Donc, on vous recommande de le faire après 5 ans. C'est le fabricant qui décide. Hein. Mais disons, en Suisse, on a fait des études qui montrent qu'encore une fois, après 10 ans, on a encore une protection de l'ordre de 97%. Donc, ça suffit de le faire après 10 ans. Maintenant, si vous êtes à 8 ans et que vous le faites, vous n'allez pas faire une réaction terrible à ce vaccin. Donc, voilà. Si vous ne savez plus quand vous l'avez fait, c'est raisonnable de faire une 4e dose. Puis après, c'est vraiment tous les 10 ans. Hein. La plupart des gens perdent leur carnet de vaccination, donc ça rend les choses compliquées. Mais on arrive à se débrouiller. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à applaudir les intervenants du soir et à passer à l'apéritif à côté.